Bienvenue sur les lecteurs de Pipin. Je vous ai pris avec moi aujourd'hui pour avoir un petit cadre un peu différent et profiter de la balade avec mon chien pour vous emmener avec moi dans la nature et profiter de ces jolies couleurs d'automne. Et en même temps, parler de deux nouvelles lectures que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Une qui a été un véritable coup de cœur et l'autre que je n'ai malheureusement pas du tout appréciée. Alors on va commencer par cette dernière, histoire d'être un peu plus crescendo et de finir en beauté sur le livre que j'ai tellement adoré, dont j'ai hâte de vous parler. Celui dont j'ai pas aimé, que je n'ai pas aimé plutôt, on va essayer de parler français, c'est Apostasie de Vincent Tassi. J'ai été étrangement déçue parce que sur toutes les vidéos booktube que j'ai regardées, tout le monde a apprécié en fait. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec moi. Ça ne marche pas. On va se caler là un petit peu le temps que mon chien se balade. Et comme ça, si je suis assise, vous m'entendez pas respirer comme un truc de fou là. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous et pour moi, parce que je ne serai pas essoufflée. Alors je vous disais, le livre que je n'ai pas aimé, c'est Apostasie de Vincent Tassi. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché avec moi. Tous les booktubeurs et booktubeuses que j'ai vu en parler sur YouTube étaient archi fans. Ils ont adoré la plume, ils ont adoré l'histoire, ils ont adoré la couverture, qui est, c'est vrai, elle est magnifique. Et je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais ça passe pas. Je suis désolée pour Vincent Tassi, mais non. Je n'ai malheureusement ni adhéré à la plume, ni à l'histoire, que j'ai trouvée beaucoup trop plate et, comment dire, trop lente, pas assez fournie en action. Alors certes, ça va avec le rythme de l'histoire, c'est très lent, c'est très poétique, c'est très des envolées lyriques, tout ça. Mais malheureusement, ça n'a pas marché avec moi. Je pense que c'est parce que j'ai plus l'habitude de livres un peu plus, comment dire, poussés en action. J'ai plus l'habitude de lire des thrillers et des policiers, c'est vrai. Donc c'est... comment dire, ça n'a pas marché. C'est dommage, hein, mais... J'avais beaucoup d'espoir sur ce livre, en plus avec des vampires et tout, je me suis dit c'est la période halloweenesque, ça peut être pas mal. Et non, non, ça n'est pas passé. On va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Anthelme, qui vit au fin fond d'une forêt complètement exclue de la société et qui passe ses journées à lire des livres et à se balader au milieu de cette forêt qu'il appelle la Sylve Rouge, car elle est constituée de plein d'arbres aux feuilles couleur carmin en fait. Jusqu'au jour où il va aller se balader un peu plus loin dans cette forêt et il va découvrir une espèce de tour, là, de donjon, avec à l'intérieur un homme qui s'appelle Aphélion, si je ne me trompe pas, ou Aphélion, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est un vampire. Et ce vampire va se mettre à lui raconter une histoire d'une petite fille qui s'appelle Apostasie, qui est princesse d'un royaume disparu. Et Anthelme va être tellement subjugué par cette histoire qu'il va se mettre en tête de retrouver cette fameuse princesse disparue. Et voilà mon chien. Dis bonjour. Dis bonjour, Pipin. Sans les doigts devant la caméra, je suis trop nulle. Dis bonjour. Oui. Voilà. C'était l'intervention de Pipin, qui doit d'ailleurs son nom à cette chaîne. C'est lui. Je sais plus ce que je disais, mais en gros, l'histoire, ça n'a pas marché pour moi. Je suis désolée, pour la clochette. Je lui mets la clochette autour du cou pour savoir où il est, parce que quand il se balade, il est parti tout le temps à droite à gauche, donc ça me permet de savoir où il est, surtout la nuit. J'avais pas pensé, merci, au bruit de la clochette pendant la vidéo. Donc, je disais Apostasie, ça n'a pas marché. La plume est très riche, elle est très poétique, très lyrique, mais justement, comme elle est basée sur énormément de mots à consonance un peu savante et lyrique, une fois de plus, j'ai trouvé que c'était un peu trop lourd peut-être. Ça va très bien avec l'ambiance un peu gothique qui se dégage, mais du fait qu'il n'y ait déjà pas d'action, rajouter un champ lexical assez lourd
Et bah, ça ralourdit encore une fois de plus le récit et ça fait peser des nouvelles lenteurs sur l'histoire et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas accroché. Je n'ai pas été non plus subjuguée par les personnages. Malheureusement, aucun ne m'a enchanté, je me suis accrochée à aucun. Que ce soit le personnage d'Anthelme que je trouve complètement mou. En fait, il me fait penser un peu à Victor dans Les Noces Funèbres, je sais pas si vous voyez. Ce personnage un peu plat, gentil, qui est attiré par les belles choses, mais qui est un peu mou en fait. Et c'est dommage parce que c'est le héros, et comme on le suit pendant tout le bouquin, si c'est un héros qui est un peu mou, bah, fatalement tout le récit il est avec lui, quoi. Et les autres personnages qu'il rencontre ne sont pas plus vaillants malheureusement, que ce soit le personnage de Aphélion, que ce soit le personnage des mages qu'il va rencontrer et tout. Il n'y en a vraiment aucun qui m'a subjuguée, je n'ai pas réussi à accrocher tant à l'histoire qu'au personnage, quoi, malheureusement. Voilà, quoi vous dire de plus. J'essaierai peut-être un autre roman de Vincent Tassi pour voir si c'est vraiment la plume qui m'a dérangée ou si c'est uniquement l'ambiance de ce roman qui n'a m'a pas convenu. On va voir. Je lui laisse encore une chance avec un nouveau roman. Allez, on va reprendre la route et je vais vous parler de mon second coup de cœur une fois rendu à la maison. Coucou, je vous reprends une fois que j'ai terminé la balade avec mon chien dans une tenue un peu plus décontracte que celle que j'avais tout à l'heure, où j'étais un peu frigorifiée, ce qui faisait, malgré le beau temps, très froid dehors. Donc ouais, comme je vous disais précédemment, Apostasie, ça n'a pas marché, c'est moi, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il en faut pour tous les goûts, et malheureusement, je crois que, en tout cas, ce livre n'était pas fait pour moi, ou alors j'étais pas dans la bonne période pour pouvoir le lire, ou la plume ne me correspond pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... malheureusement, je ne vais pas retenir ce livre dans les mémoires parce que il ne m'a pas transcendé. En revanche, le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai adoré, dévoré en très très peu de temps et il faut que je vous en parle parce qu'il est fabuleux. Je pense que la moitié de la sphère Booktube l'a déjà lu avant moi. Je débarque, hein, clairement. Et j'avoue que c'est un peu de ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fini sur ma tablette il n'y a pas longtemps un chef-d'œuvre avec une plume magique qui est descriptive, qui est attachante, qui mélange action, aventure, des bons personnages, bref. C'était parfait, c'était fabuleux. Je vais vous parler aujourd'hui de La Passe-Miroir, le tome 1, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors oui, vous voyez, tout le monde l'a déjà lu et moi je débarque comme ça avec ce livre. Mais il y a une raison à cela, et c'est entièrement ma faute. C'est que je me suis arrêtée en fait au mot jeunesse de l'édition Gallimard Jeunesse. Et je me suis dit, ah c'est un jeunesse, c'est recommandé à partir de 13 ans si je ne me trompe pas. Je pense que je suis trop vieille pour ce genre de lecture, je ne vais pas apprécier la plume qui sera certainement un peu trop légère ou enfantine par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire qui est quand même beaucoup plus sombre avec des policiers, des thrillers, de l'horreur. Quand même accès beaucoup plus adulte. Je pense pas apprécier ce genre de livre, donc je le mets de côté, j'y touche pas et tant pis quoi. Alors que la couverture est belle, elle m'a attirée, le résumé avait l'air accrocheur, la moitié des personnes de Booktube que j'ai regardé, ils l'ont adoré, une fois de plus. Je me suis dit quand même, à force de le voir passer, bon, je vais tester, au pire, bah, j'aurais perdu du temps sur une lecture qui ne me correspondra pas, mais au moins, je saurais à quoi m'en tenir, quoi. Et quelle andouille. Mais quelle andouille j'étais. J'ai adoré. Je me suis arrêtée au préjugé du mot jeunesse, et je regrette franchement parce que c'est un livre qui m'a littéralement transportée. J'ai été happée directement dès les premières pages par cette histoire envoûtante, cette plume si bien dosée de Christelle Dabos. J'ai été littéralement transportée dans son univers du début à la fin du livre. Et je regrette vraiment de m'être arrêtée sur ce préjugé idiot de la jeunesse, c'est fait que pour les jeunes, c'est plus fait pour les adultes. La Passe-Miroir, pour faire un bref résumé. On va suivre les aventures d'Ophélie, qui possède le don de passer à travers les miroirs et de pouvoir lire le passé des objets rien qu'en les touchant. Le monde a subi une énorme destruction et maintenant la Terre est fragmentée, excusez-moi, je ne sais plus parler français. Elle est donc fragmentée en plusieurs univers qui s'appellent des arches
et qui flotte par-ci par-là dans le ciel en fait. Ophélie est sur une arche qui s'appelle Anima, qui je suppose est quelque part dans le sud, et elle s'occupe d'un musée. Elle vit sa petite vie tranquille jusqu'au jour où sa vie va se retrouver complètement chamboulée parce que sa famille a décidé de l'unir à un homme qu'elle ne connaît pas qui s'appelle Thorn, ou Thorn, je ne sais pas si on prononce à l'anglaise ou à la française, et qui vit sur une arche dans le pôle hivernal, complètement à l'opposé de celui où elle habite elle en fait. Et on va suivre Ophélie qui va essayer de comprendre qui est Thorn, pourquoi on les a fiancés tous les deux sans demander leur avis, et elle va essayer de déjouer un peu tous les complots qui vont se tramer autour de ce fameux couple, car il y a malheureusement beaucoup de personnes qui adoreraient ne pas voir ce mariage se concrétiser. C'est une lecture très agréable avec une plume où elle arrive à la fois à être douce et empathique avec ses personnages, tout en étant aussi acerbe et fourbe sur certains comportements. Elle est incroyable pour la description des personnages et de son univers. J'ai réussi à me représenter l'univers qu'elle décrit très facilement. Il est très riche en descriptions et à la fois elle nous laisse un petit peu l'imagination faire le reste pour réussir à se représenter tant le personnage par son caractère que par son physique, ou alors l'univers dans lequel les personnages évoluent. Ces arches qui volent, cet hiver constant qui nous glace même à travers les pages, sans vous spoiler, ces illusions qui arrivent à nous perdre autant que le personnage, c'est vraiment enchanteur et ça nous permet de nous évader complètement au fil de la lecture. Pour ce qui est des personnages, j'ai adoré celui d'Ophélie. Elle m'a convaincue dès le début en fait. C'est un personnage qui est un petit peu naïf, un petit peu en retrait quand même par rapport aux autres héroïnes ou héros dont on a l'habitude de voir dans les romans. C'est ce côté un peu atypique que j'ai aimé chez elle. Elle a une belle grandeur d'âme, elle est à la fois douce et réservée, mais en même temps elle est quand même assez impulsive et elle aime pas trop qu'on lui dicte sa conduite. Je trouve ça très touchant en fait de la voir évoluer dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas, avec des règles qui sont strictes, avec ces fameux complots qui se jouent autour d'elle, qui l'empêchent de pouvoir découvrir ce monde et ce personnage de Thorn comme elle le souhaiterait. Il y a énormément de mystères autour de ce mariage, pourquoi elle et pas une autre, pourquoi cette arche et pas la sienne, pourquoi il y a tellement de questions, on se pose tellement de questions en suivant ce personnage qu'on a envie de la suivre, d'aller au bout de sa quête avec elle et de, j'avoue, espérer un rapprochement entre les deux personnages parce qu'ils sont attachants l'un comme l'autre. Et malgré tous ces complots et toute cette politique et ces serpents qui sont autour d'eux, eh bien on a envie qu'ils réussissent, on a envie de voir ces deux personnages se rapprocher alors qu'ils sont si différents. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Sorn. Il a beau être froid comme l'hiver d'où il vient et aussi taciturne qu'un ours mal léché, je trouve que c'est un personnage qui est quand même très bien écrit, très en retrait, réservé, avec beaucoup de secrets. Et justement, ce sont ces secrets qui nous amènent à penser que ce personnage cache peut-être un peu son jeu et qu'il faudrait creuser un peu, aller au bout du livre, ou des autres livres en l'occurrence, et d'aller au bout avec Ophélie pour en apprendre plus sur lui parce que je trouve qu'il est très intéressant et très intriguant en fait. Pour le reste des personnages, en revanche, notamment celui de Bérénild, j'avoue que ma passion, elle a fait un peu le yo-yo. C'était un peu les montagnes russes pour certains personnages, dont celui-ci. Christelle Dabos, elle a le don de nous faire aimer un personnage et la page d'après, nous le faire haïr complètement. Et on passe de « Ah, je l'apprécie beaucoup » à « Oh, quelle saloperie !» Ah oui, d'accord, elle a fait ça parce que son passé fait que c'est compréhensible. Ah non, mais finalement, ça a beau être compréhensible, son agissement est complètement irrationnel et complètement ignoble. Je la déteste. Et ça fait ça pour beaucoup de personnages, notamment celui de Bérénild, où on comprend par son passé certains de ses agissements, mais en même temps, on a envie de dire le passé n'excuse pas tout, n'excuse pas son comportement envers Ophélie ou envers Sorn ou envers quelques intrigues qui vont passer par là.
Et à la fois après on se dit non mais finalement si, on comprend. Et personnellement ça a fait ça pour tout le livre en fait. Je l'ai aimé, je l'ai détesté, je l'ai adoré, je l'ai haï. C'est très complexe comme relation et c'est ce que j'aime beaucoup avec la plume de Christelle Dabos. On redit bonjour à Pipin qui vient s'installer. Voilà. Concernant les autres personnages, il y en a certains, comme le chevalier, lui mon choix a été arrêté directement, je le déteste cordialement. Même si j'apprécie son côté machiavélique que je trouve très recherché et très bien fini, je ne peux pas le supporter. Celui-là, s'il pouvait mourir sans être méchante, ça me ferait très plaisir. Et il y a d'autres personnages comme celui d'Archibald que je trouve pas encore assez poussé. Je pense que c'est parce que je n'ai lu que le tome 1 et qu'il est certainement plus développé dans les autres tomes. Mais lui, c'est pareil, je ne sais pas encore si je l'aime ou si je le déteste, si ça va être un allié ou un ennemi, parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu la girouette en fonction de qui va le gagner ou qui est le plus fort dans les camps. Donc je serais curieuse de voir un peu plus sur ce personnage et de connaître un peu plus ses ambitions et les enjeux qu'il a au sein de cette histoire en fait. Par contre, contre toute attente, mon personnage préféré, c'est l'écharpe. L'écharpe d'Ophélie. Me demandez pas pourquoi, je l'adore. Elle a l'air trop mignonne, avec un caractère quand même bien trempé. Elle arrive à sortir Ophélie de des situations un peu embarrassantes. Ça peut être un super allié pour l'hiver, franchement, vu qu'il commence à faire bien froid. Je sais pas, j'adore cette écharpe et j'aimerais trop avoir la même. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Oui, par rapport au pouvoir d'Ophélie, je ne sais pas en fait lequel des deux pouvoirs je préfère. J'avoue que passer à travers les miroirs, ça a l'air quand même super pratique et très cool, il faut l'avouer. Mais j'avoue être tentée par pouvoir lire le passé des objets rien qu'en les touchant. Ça a l'air assez passionnant et je trouve que... Enfin, vous imaginez, vous touchez un tableau et vous arrivez à voir le passé de l'objet avec comment le peintre l'a pensé, qu'est-ce qu'il ressentait au moment de le coucher sur la toile, ses couleurs, quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qu'il voulait nous montrer en représentant ça. C'est incroyable. Savoir si le tableau a été volé savoir si le tableau a été volé, s'il a été peint pour exprimer des regrets, pour exprimer un amour, pour exprimer... voilà, je me perds. Je me perds tellement ce pouvoir, il a l'air superbe. Ça me fait penser au manga Psychometer Eiji, qui est... je crois que c'est la psychométrie, son pouvoir, justement, pareil, en touchant un objet, il arrive à voir quelques fragments de la vie de la personne qui l'a touché juste avant, et ça l'aide à résoudre des crimes à l'aide d'une inspectrice. Mais on n'est pas là pour parler de ce manga, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour le moment, concentrons-nous sur la passe miroir. Ce que j'aimerais rajouter, c'est la fin. La fin m'a complètement choquée et subjuguée. En fait, c'est tellement bien écrit, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, ce livre m'a vraiment beaucoup touchée, j'ai encore des paillettes dans les yeux, rien qu'en remémorant certaines scènes, c'est un passage à la fois drôle et touchant, j'adore. Et donc, je disais que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené, Christelle Dabos, elle arrive à nous projeter dans son action. J'étais avec Ophélie dans cet ascenseur, avec le stress un peu de voir le dieu Farouk qui régit l'arche de Sorn, là où il habite. Elle a plein de questions qui lui viennent en tête. On est à la fois dans l'expectative de savoir ce qui va se passer et dans le doute de savoir si ça va bien se passer, justement, cette entrevue avec ce dieu, avec tous ces complots qu'il y a autour. Est-ce que ça va être une bonne chose qu'elle le rencontre? Est-ce que ça va être une nouvelle entourloupe pour essayer d'empêcher son mariage? Et là, les portes s'ouvrent et je vois la fin. Je m'attendais tellement à la fin, mais d'un chapitre, et de tourner la page et de commencer le chapitre avec l'entrevue avec Farouk. Je ne m'attendais absolument pas à la fin du tome 1, en fait. J'étais littéralement bloquée à la fin de mon livre. Je pense que toutes les expressions possibles sont passées sur mon visage, entre l'étonnement, la frustration, la colère de mais ça ne peut pas finir comme ça. Mais absolument
pas la joie, j'étais complètement frustrée d'avoir une fin qui arrive. Elle arrive tellement bien, c'est vrai, elle est pile poil dans l'action. On se dit, ah mon Dieu, c'est pas possible, ça se finit là, il faut absolument lire la suite. Et c'est là où je suis frustrée, parce que, vous vous rappelez, je vous avais dit, je ne suis pas sûre de pouvoir aimer ce livre parce que c'est un jeunesse. Et maintenant je regrette, parce que je n'avais pris que le premier tome en me disant, ben c'est pas grave, si j'aime pas, je n'ai acheté que le premier tome, je n'aurais pas acheté les 3 autres, qu'importe, comme ça j'en aurais lu un, s'il me convient pas, bah tant pis. Mais il me convient. Et maintenant, je n'ai pas les 3 autres tomes. Et je suis frustrée parce que je voulais me plonger directement dans la lecture du tome 2, tellement la coupure du tome 1 est parfaitement orchestrée. On est complètement dans l'attente et dans l'expectative de voir cette entrevue entre Ophélie et le dieu Farouk. Ah, quelle frustration, quelle andouille une fois de plus j'ai été de me dire sur un préjugé, ne prends pas ça, et concentre-toi sur une prochaine future lecture plus adulte. Je retire tout ce que j'ai dit. La jeunesse, ça peut être super bien. Franchement, je me suis régalée, je me suis baladée dans un univers merveilleux, avec une plume fabuleuse qui m'a donné envie de lire la suite et même de découvrir si elle a fait d'autres œuvres. Je serais tellement enchantée de pouvoir lire tout ce qu'elle a fait et d'en apprendre plus sur cette autrice qui m'a l'air vraiment fabuleuse. Par chance, on se rapproche de tout ce qui est fête de Noël, et en l'occurrence aussi de mon anniversaire. Et j'ai vu qu'il y avait un magnifique coffret de La Passe Miroir qui reprend les 4 tomes, ainsi qu'un espèce d'ex-libris qui reprendrait le cheminement de Christelle Davos quand elle a pensé, imaginé et créé tout ce monde avec certainement des belles illustrations. Le coffret est super joli, je vous ferai une incrustation par ici pour que vous puissiez le voir. Si je ne me trompe pas, il est au prix de 80 € et il est à peu près disponible sur toutes les boutiques que j'ai vues. Je pense que j'en ai terminé avec La Passe Miroir, qui est franchement pour moi la lecture coup de cœur du moment. Et bonjour les lecteurs de Pipin, c'est encore moi. Je reprends la caméra aujourd'hui pour vous faire une petite update de Vilain Chien, que j'ai fini de lire il n'y a pas très longtemps. Donc tant que c'est encore un petit peu frais dans ma mémoire, je voulais vous en parler pour éviter de trop bafouiller. Déjà que je ne suis pas encore trop habituée à parler à une caméra. Donc c'est parti. On va reprendre l'histoire de Zachary, le petit garçon que vous voyez sur la couverture, qui a perdu son père dans un accident de chasse et qui est dans le déni complet. Pour lui, son père n'est pas mort et il va réapparaître un jour ou l'autre, comme ça, par magie. Jusqu'au soir d'Halloween, où en allant récupérer des bonbons chez son voisin, celui-ci, au lieu de lui offrir des bonbons, va lui donner le petit chien que vous voyez sur la couverture. Mais c'est un petit chien qui est un petit peu étrange, il a un regard troublant, il a un comportement bizarre. Et à partir de là vont commencer les aventures de ces 2 jeunes personnages. C'est un jeunesse, donc une fois de plus, je suis pas trop habituée à ce style de lecture, mais j'ai bien aimé. Bon, j'avoue que je vous ai dit dans une vidéo précédente comme quoi j'aimais pas spécialement les jeunesses parce que c'était trop petit, trop enfantin pour moi. Et je viens de lire 2 jeunesses d'un coup, mais bon, c'est pas, à part ça, je suis très crédible. Mais il était bien. Je m'attendais pas à apprécier ce style de lecture vu que j'ai l'habitude de lire des trucs un peu plus adultes. Et non, finalement, une bonne surprise. Ça se lit très très vite, il fait 140 pages à peine. Et c'est écrit quand même assez gros et ponctué de jolies illustrations. Donc ça se lit très très vite. Ça fait une ambiance un peu automnale, un petit peu frissonnante pour les plus jeunes, c'est sûr. Pour une personne comme moi, on va dire une adulte, j'ai pas réussi à frissonner, mais je pense que c'est parce que c'est destiné à un public beaucoup plus jeune que moi. Et donc, ça fait pas peur en soi. Il y a du mystique, certes, mais il n'y a rien qui fasse sursauter ou frissonner dans ce livre. Alors après, peut-être que chez des plus jeunes, ça va fonctionner, mais en tout cas, moi, je l'ai juste apprécié pour ce qu'il est en qualité d'écriture. C'est une très belle histoire qui, malgré le fait qu'elle aborde des thèmes assez compliqués et assez durs comme le deuil, justement, ça reste une écriture qui est assez légère parce qu'elle prend tout sur le point de vue de l'enfant. Comment réagit l'enfant face au deuil plutôt que comment réagit un adulte face à ça, parce que déjà, c'est pas facile pour un adulte
Alors imaginez bien, pour un enfant, c'est très compliqué. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé appréciable, c'est de voir tout ce processus à travers les yeux d'un enfant en fait. Il y a énormément de remarques qui m'ont fait sourire parce que c'est pas comme ça qu'un adulte réagirait ou penserait. Alors qu'un enfant, c'est vrai que pour lui, il va être plus spontané. Et c'est ce que j'ai trouvé sympa parce qu'on retrouve un petit peu notre âme d'enfant à travers les paroles de Zacharie en fait. J'ai trouvé ça très touchant, notamment aussi le fait que Zacharie se retrouve, on va dire, seul à affronter le deuil de son père, même s'il ne croit pas en premier temps à la mort de son papa. Parce que sa mère, elle, au contraire, elle a bien compris que son mari était décédé et qu'il ne reviendrait plus jamais. Et elle est complètement effondrée, ce qui est normal. Elle est dans une dépression totale, elle ne mange plus, elle ne sort plus, elle fait à peine attention à son fils, elle est constamment habillée en noir, elle est constamment dans le deuil. Et son fils est entre guillemets obligé de s'élever tout seul, de se faire à manger tout seul, et il réagit comme un enfant de 10 ans en disant c'est pas à moi de faire ça, je n'ai que 10 ans justement, c'est à ma mère de s'occuper de moi, il faut que ma mère réagisse, il faut que ma mère revienne. Et c'est très touchant de voir comment l'enfant il prend le deuil face à cette situation, comment il voit par ses yeux d'enfant que sa mère n'est pas là pour lui faire à manger, qu'elle est juste triste et que ça l'embête qu'elle soit triste certes, mais que ça l'embête encore plus qu'elle puisse pas lui faire à manger quoi. C'est à la fois triste et c'est mignon en même temps de voir comment il réagit. Et il y a d'autres messages qui sont assez d'actualité, on va dire, avec cette nature qu'il faut respecter, qu'il faut protéger à travers sa faune et sa flore, qu'il faut continuer à chérir quelque part et à faire en sorte que la nature se sente bien pour que l'humain se sente bien avec elle en fait. Sans vous faire de spoil, parce que quand même le respect à la nature est très lié à l'intrigue du personnage décédé, et il montre bien comme quoi il faut respecter la nature pour pas qu'elle se retourne contre soi en fait. C'est une belle morale qu'on a dans ce livre qui apprend autant aux jeunes à aimer les animaux et respecter également la nature et les humains qui sont autour. Ne pas s'arrêter à des préjugés, ne pas faire du mal aux animaux ni les blesser, ne pas saccager la nature. Il y a de très beaux messages qui sont retranscrits à travers ce livre. C'est pour ça que malgré que ce soit un jeunesse, c'est quand même axé avec des idées très adultes, mais à travers les yeux d'un enfant, ce que j'ai trouvé très touchant. Je connaissais pas cette autrice, Morgane Kossarieu, et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si elle a fait d'autres œuvres, mais pourquoi pas. Je serais curieuse de lire peut-être un autre jeunesse, mais plus tard. J'ai eu mon quota de jeunesse pour le moment. Je vais repasser à quelque chose de plus adulte avec notamment la seconde lecture que j'ai terminée et que je vais vous présenter tout de suite. Donc, fini les jeunesses, on part dans un truc beaucoup plus noir, beaucoup plus macabre, beaucoup plus adulte, quelque chose que j'ai plus l'habitude de lire en général. Donc on passe à du thriller policier maintenant, ma passion dans la vie. C'est le style de livre que je lis le plus et que j'apprécie le plus. Et je voulais vous présenter, où est la caméra? Sans trop de reflets, je voulais vous présenter Le silence de la ville blanche, publié aux éditions Fleuve Noir et écrit par Eva García Sáenz de Urturi. Je ne connaissais absolument pas cette autrice, donc j'avoue que je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre, je suis partie complètement dans le flou. Et c'était une excellente découverte. Je suis ravie d'avoir pu lire ce livre parce qu'il était absolument génial. On va suivre l'inspecteur Unai et sa coéquipière Estibalis à travers une série de meurtres un peu sordides où les cadavres des personnes sont retrouvés nus, à chaque fois un homme et une femme, dans une position semi-fétale. Et en plus de cette position déjà un peu macabre, ils retrouvent à l'intérieur des gorges des victimes des abeilles qui auraient servi d'armes du crime en fait. Cette série meurtre est pas sans rappeler une qui a eu lieu 20 ans auparavant, très semblable avec des doubles meurtres comme ça, mais la personne qui les a commis est actuellement en prison. Donc l'enquête va commencer forcément par les questions de est-ce que c'est la bonne personne qui est en prison? Est-ce que le meurtrier n'est pas toujours dehors en train de courir? Est-ce la personne qui est en prison avait un complice à l'extérieur qui continue à perpétuer ses meurtres? Ou est-ce que c'est un imitateur qui reprend les crimes de ce meurtrier juste par passion?
J'ai pris mon carnet avec quelques notes dedans parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire sur ce livre et je voulais pas en oublier la moitié parce que j'ai une petite tête en fait. Donc tout d'abord, je ne connaissais pas du tout l'autrice, donc je ne savais pas du tout où j'allais, ni dans quel style d'écriture j'allais être embarquée, quelle allait être l'enquête, parce que le résumé derrière est alléchant, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai commencé à le lire, mais ça en dit pas spécialement plus non plus sur la manière dont va se dérouler l'histoire, donc je suis partie complètement à l'aveugle, et j'ai été enchantée par cette nouvelle lecture. La plume de l'autrice, elle est très fluide, et elle arrive à mélanger à la perfection, je trouve, la bonne dose d'action, de suspense et un peu quelque part aussi de macabre avec ces mises en scène qui ont une énorme importance au fil du livre en fait. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une histoire qui est extrêmement bien construite, très bien pensée et qui arrive à mêler intimement archéologie, histoire, religion avec un soupçon de ritualisme ou de mysticisme dans le lot. C'est très bien pensé, c'est très très intelligent et du début à la fin de l'histoire, en fait, on est happé par ce récit avec cette intrigue justement qui est à la fois religieuse, à la fois très historique et on veut en savoir plus. Donc comme dit précédemment, l'action et le suspense sont très très bien dosés. Il y a une balance parfaite entre les deux qui fait que ça devient un vrai page-turner en fait. On a toujours envie d'en savoir plus, on a envie d'aller au bout de l'enquête avec les personnages, on s'attache à eux, on est heureux avec eux quand ils arrivent à découvrir un nouvel indice et frustré en même temps quand ces indices aboutissent parfois sur des fausses pistes ou sur un rebondissement qui va les amener ailleurs. La plume de l'autrice, elle arrive à nous embarquer avec les enquêteurs dans une piste où on est persuadé que c'est exactement la bonne direction à suivre. Et en même temps, avec un rebondissement, on va se rendre compte que c'est pas du tout ce à quoi on pensait et que la piste est complètement fausse et il faut tout reprendre à zéro et réfléchir à une autre manière de trouver le tueur. Et ça, c'est assez et intéressant et frustrant en même temps de s'être construit cette piste soi-même ou avec l'enquêteur et de se rendre compte que non, l'autrice est beaucoup plus intelligente que nous, elle nous a bien menés en bateau et c'est pas du tout ce à quoi il faut s'attendre. Il faut repartir en arrière ou retrouver de nouveaux indices pour essayer de progresser dans l'enquête. Une autre chose que j'ai particulièrement appréciée dans ce livre, c'est que l'intrigue se passe en Espagne. Et c'est très plaisant, je trouve, parce qu'on a tellement l'habitude de voir des livres sur l'Amérique que ça nous change, je trouve, ça permet de voir un autre pays, de découvrir une autre culture, d'apprendre un peu plus sur la langue, sur les habitudes et coutumes des personnes qui vivent dans ce pays. Et c'est très rafraîchissant de pouvoir avoir une petite nouveauté comme ça, parce que je trouve qu'on n'a pas assez de... C'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais je trouve qu'on n'a pas assez de romans étrangers hors américains qui sortent comme ça et qui sont mis en avant parce qu'ils sortent du lot justement. Et c'est très dommage parce qu'il y a des pépites comme ça, on peut passer totalement à côté alors que ce sont des excellents livres. Et donc le fait que Fleuve Noir il ait récupéré cette œuvre, je trouve ça vraiment génial parce que ça nous a permis de découvrir une nouvelle autrice, en tout cas pour moi, et potentiellement un nouveau pays à travers ce roman. Et étant d'origine espagnole, j'avoue que je me suis retrouvée dans ce livre, dans mon petit village de l'enfance où je passais les vacances l'été, où il y avait, comme elle décrivait dans le livre en fait, il y a tous ces jolis paysages où on est sous un soleil harassant où il fait 40 degrés et on vit plus la nuit que le jour parce que justement c'est très compliqué de vivre cette chaleur. Je me suis retrouvée à déambuler dans les rues, à sentir encore ces odeurs de nourriture qui nous donnent faim toute la journée, avec tous ces monuments historiques qui sont à la fois fabuleux, parfois oubliés et surtout chargés d'histoire. Et retrouver aussi toutes ces personnes qui, c'est vrai, dans les petits villages, sont plutôt frileux envers les étrangers et qui n'aiment pas trop adresser la parole comme ça à des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui sont étrangers, tout du moins à leur village. Dans Vitoria, le village dans lequel se passe l'intrigue, j'avais l'impression de me retrouver moi dans mon propre village à côté de Valencia. J'ai trouvé ça super sympa et rigolo à la fois de voir que entre deux villages comme ça, il peut y avoir énormément de similitudes. Le seul petit reproche, c'est que parfois, je me suis un peu perdue avec les noms des personnages, parce que c'est vrai qu'en Espagne, ils ont des noms qui sont assez longs et en général composés. On a très souvent le préfixe du prénom plus
la particule 2 et une ville ou un autre nom derrière. Ce qui fait que ça fait des noms qui sont assez longs. Et des fois, j'avais du mal à me situer entre quel personnage avait tel prénom et où était-il dans l'intrigue. Mais c'est vraiment un petit détail qui est très personnel et au final, passer les premiers instants où j'avais du mal avec les particules, on s'y habitue très vite et on retient assez facilement les personnages au moins des 3 principaux. Un autre truc que j'ai trouvé important de souligner, parce que j'avoue que je me suis fait piéger, c'est qu'en haut de chaque chapitre, il y a une petite note en italique qui présente le lieu et la date à laquelle va se passer le chapitre. C'est un petit truc auquel je n'ai pas spécialement prêté attention. J'ai regardé dans les 2 premiers chapitres, j'ai vu que c'était quasiment tout le temps la même chose. Et à chaque fois que je retournais une page, je voyais cette note en italique, mais je la lisais pas spécialement parce que je savais que ça allait parler d'une ville et d'une date. Grosse erreur, au contraire, il faut vraiment se concentrer sur ces dates parce qu'on se retrouve à l'intérieur du récit à travers 2 temporalités. Et comme je n'avais pas bien lu les dates, je me suis retrouvée complètement perdue, je ne comprenais pas pourquoi tel personnage était ici, alors que le chapitre d'avant, il était plus âgé ou dans un autre lieu, j'étais complètement perdue. Donc ne faites pas comme moi, lisez bien les petites notes qui sont en italique et surtout fiez-vous aux dates. Ça va vous permettre d'éviter de vous perdre et de mieux comprendre la temporalité et l'intrigue de l'histoire dans son ensemble. Pour conclure, je dirais que c'était un excellent roman policier. Je me suis régalée en le lisant et à découvrir une nouvelle autrice et j'adorerais pouvoir lire ses nouveaux romans si jamais elle en a écrit d'autres. J'ai beaucoup apprécié le fait de connaître au fur et à mesure de l'intrigue et du récit la signification de ce titre, La Ville Blanche, et de ce petit chardon qui est présent sur la couverture. Les 2 sont très importants et se dévoilent au fur et à mesure des pages et j'ai adoré trouver ça. Pour conclure, je dirais que c'était un excellent roman, je me suis donc régalée dessus. C'est très bien orchestré, c'est très intelligent, les meurtres sont bien pensés, il n'y a aucune place au doute, aucune place pour l'à peu près. Tout est parfaitement pensé, orchestré, réalisé pour que les meurtres aient tous un sens et une signification particulière que c'est à nous et à l'enquêteur de découvrir au fil des livres, au fil des pages plutôt. J'ai adoré, et ce que j'aimerais encore plus, c'est de voir une adaptation cinématographique de ce roman. Franchement, s'ils arrivent à faire quelque chose de bien, je pense que ça peut être un suspense assez haletant à voir à l'écran, ce serait vraiment génial. Et voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour le moment parce que c'est à la base d'un update lecture, et celle que je viens d'entamer, c'est Nevernight. Et je sais pas si vous le voyez, mais j'en suis à peine 100 pages. J'ai pas trop le temps de lire en ce moment, donc je pense qu'il pourra pas rentrer dans cette update lecture là. Parce qu'il est très intéressant, mais il est quand même très gros. Il fait 700 pages. Et j'aime bien prendre mon temps pour lire, j'aime pas trop me presser. Et lire juste 2-3 pages comme ça, c'est pas trop mon truc. Je préfère me poser et lire plusieurs chapitres d'un coup. Et avec le boulot, c'est pas toujours facile, donc j'ai pas trop le temps de le lire en ce moment. Donc je pense que je vais arrêter ici la vidéo. Et je vous parlerai de ce que j'ai pensé de Nevernight quand je l'aurai terminé, donc dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi pour le moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on discute sur les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Si vous avez d'autres idées, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, les lectures de Pipin, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et si ça vous intéresse, j'ai également un WordPress où je chronique les livres que j'ai lus, où je marque mon avis, ce que j'ai ressenti en le lisant, ce que j'ai aimé, pas aimé, et où je suis un peu plus à tête reposée parce que j'ai plus l'habitude, j'avoue, d'écrire que de parler. Donc peut-être que c'est un peu plus construit à l'écrit, j'avoue. Donc n'hésitez pas, je mettrai aussi le lien dans les barres d'infos si ça vous intéresse à aller le checker et à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vais vous laisser ici et je pense qu'on va se dire à plus tard sur une prochaine vidéo. Donc faites de bonnes lectures et à plus tard sur les lectures de Pipin. Ciao!